Là, on est en face d'un Ficus exasperata, donc c'est un figuier sauvage. Tiens, regarde, tu vas voir. Merci. Il y a 2 femelles, 2 mères adultes avec leur bébé. Donc tu vas avoir Gina et Garbo. Alors Gina, c'est une jeune femelle. Et Garbo, c'est la plus âgée. Elle est un peu plus à gauche. Voilà, et là, ils peuvent rester au moins 1 heure ou 2 à manger des figues. Et en ce moment, tous ces ficus de cette espèce sont synchrones. Donc il y en a plusieurs dans la forêt qui sont en fruits en même temps. Et donc il y a des chimpanzés qui sont dispersés un peu partout. Et donc c'est pour ça qu'ils crient pas mal. Et en ce moment, c'est une bonne période quoi, pour eux. Je me trouve dans le parc national de Kibale, qui est à l'ouest de l'Ouganda, et plus précisément au nord du parc, vers Sebitoli. Et je suis en train d'accompagner la primatologue au musée de l'homme Sabrina Kriev, spécialiste des chimpanzés. Alors là, je me trouve au cœur de la forêt équatoriale et on est sur les traces d'une communauté de chimpanzés qui s'est implantée ici, où il y aurait environ une centaine d'individus sur un territoire de 25 km². Donc ça veut dire qu'il y aurait à peu près 4 chimpanzés par km², ce qui fait une densité de population des plus importantes au monde. Les chimpanzés font partie des 350 espèces de primates qui existent. Et il en resterait aujourd'hui plus qu'environ 300 000, répartis dans 21 pays d'Afrique. Sachant qu'au cours des 60 dernières années, dans ces pays d'Afrique, la population humaine a augmenté de 50%, alors que la population de chimpanzés a diminué de 70%. J'accompagne Sabrina pour observer les chimpanzés et tenter de répondre à la question: est-ce qu'on est vraiment l'espèce la plus intelligente du monde vivant? Et pour ça, quoi de mieux que de côtoyer nos plus proches cousins pour tenter d'y répondre. Les grognements qu'on entend, c'est des rires. Les petits qui jouent. Et ouais, jouer à se poursuivre autour d'un arbre. Nommé Dibaba et Koji. Koji, elle est un peu plus grande. Mais les chimpanzés, même adultes, aiment beaucoup jouer. Même les gros mâles adultes jouent. Donc ça, c'est un vrai cadeau de les entendre rire juste à côté de nous, elles détendues, et d'avoir aussi les femelles avec leurs très jeunes, qui sont en toute confiance allongées. Donc après 14 ans d'habituation. La définition de ce qu'est l'intelligence a fait couler beaucoup d'encre et a souvent flatté l'ego humain. Nous serions l'espèce la plus intelligente du monde vivant, ce qui justifierait que nous dominions et exploitons les écosystèmes et la biodiversité qui s'y trouve. Pourtant, si on sort de cette approche un peu mégalo, on se retrouve face à une difficulté de définition. Qu'est-ce que l'intelligence? Et les réponses pourraient bien nous faire tomber notre piédestal. Si on met de côté le raccourci plus gros cerveau est égal plus grosse intelligence, parce que rappelons que notre cerveau fait 1,4 kg et celui des éléphants 5 kg, de même pour les neurones, nous aurions environ 100 milliards de neurones et les éléphants 260 milliards, on se retrouve face à une définition qui prend en compte des critères de compétence. Pour la biologiste Emmanuelle Pouille-Debat, qui est chercheuse au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle, il n'y aurait pas une intelligence, mais des intelligences. Il y aurait par exemple des intelligences plutôt cognitives, c'est-à-dire liées à l'anticipation, au calcul, et des intelligences plutôt liées à l'adaptation, s'adapter à un environnement, à un changement climatique, à une pénurie de nourriture, etc. À ce titre, les abeilles sont capables de faire des additions et des soustractions, alors que les chimpanzés, comme ce qu'on a ici, sont capables de s'adapter aux horaires de ronde qu'ont mis en place les humains dans les plantations pour les protéger, pour pouvoir mieux les piller. Mais comme la science aime bien les choses carrées, on a souvent essayé de décrire l'intelligence avec des critères plus spécifiques tels que la transmission, le fait d'avoir une culture, l'utilisation d'outils ou d'objets, le fait de pouvoir se projeter dans le temps, etc. Et pendant très longtemps, seul l'humain prétendait pouvoir répondre à ces critères. Alors, je m'appelle Sabrina Kriev, je suis professeure au Muséum national d'histoire naturelle et je suis primatologue, vétérinaire de formation. Et je m'intéresse tout particulièrement aux chimpanzés, à leur intelligence, à leur culture, à la façon dont ils utilisent leur milieu, leur habitat, et tout particulièrement les plantes, à savoir les plantes pour leur alimentation, mais aussi pour la médecine. Donc, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est de comprendre si ces chimpanzés utilisent des plantes spécifiques dans cette communauté, donc sur ce territoire,
et de savoir si c'est quelque chose de culturel, donc qui ne dépend ni de l'environnement, ni de la génétique. Donc 2 groupes voisins qui ont le même environnement devraient montrer des différences d'utilisation d'outils, de plantes, etc. Donc ça a été montré pour les outils. Et en fait, par exemple, si des chimpanzés cherchent à manger du miel, ils peuvent utiliser des baguettes, ils peuvent creuser simplement avec leurs mains et ils peuvent ne pas du tout s'y intéresser ou ne pas réussir à s'en procurer. Et ce qu'on a vu ici à Sébitoli, c'est qu'ils ont la particularité d'utiliser des outils pour aller chercher du miel d'abeilles mélipones, donc qui creusent des galeries souterraines, ce sont des abeilles sandars. Et pour y accéder, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, le miel est déporté par rapport au trou où se trouve la galerie. Donc le chimpanzé doit d'abord sonder, investiguer tout autour du trou avant de réussir à trouver le miel. Donc il faut sonder, il faut creuser et ensuite avoir un outil pour aller se procurer le miel. Donc c'est vraiment une suite d'outils et c'est une tâche qui est complexe. Et ça n'a pas été observé dans les autres groupes, dans les autres communautés de ce parc, donc qui couvre 800 km², on est dans le parc national de Kibale. Et dans cette zone particulière de 25 km², les chimpanzés ont cette pratique, donc qui semble être différente des autres et ça correspond à ce qu'on appelle une culture. Alors en fait, ce qui caractérise aussi la culture, et donc notamment la culture animale, qu'on essaye de mieux comprendre petit à petit, c'est qu'il y a un apprentissage, une transmission, donc de génération en génération et au sein du groupe. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'un seul individu du groupe qu'on voit pratiquer ça, on ne peut pas le définir comme une culture. Par contre, si plusieurs individus du groupe ont la même pratique, donc l'ont appris soit par observation d'un congénère de leur âge, soit d'une génération antérieure, et qu'on voit que ça se transmet sur plusieurs générations, que ce comportement est normé, donc on peut bien le définir, bien le caractériser. Là, on peut vraiment parler de culture animale. En termes de culture, en fait, chez les chimpanzés, il y a des cultures qui sont liées à l'alimentation, donc comme celle par exemple du cassage de noix ou de l'utilisation de baguettes pour pêcher les fourmis ou encore donc, pour pêcher du miel. Mais il y a aussi des cultures qui sont non matérielles et des cultures qui sont matérielles mais sans visée alimentaire. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'avant, on pensait que les chimpanzés utilisaient des outils simplement pour manger, donc par nécessité. Et là, on se rend compte que ces outils peuvent être utilisés, par exemple, dans des contextes sociaux, donc comme des projectiles quand il y a des combats, ou bien pour s'éventer ou pour se nettoyer les oreilles, ou bien même pour faire la cour. Donc par exemple ici à Sébitoli, les chimpanzés déchiquettent des feuilles qu'ils vont cracher, faire comme des petits confettis. Et ça, c'est un signal qu'ont mis en place les mâles pour faire la cour aux femelles. Et ce comportement, on ne le voit pas non plus dans les communautés voisines, donc c'est vraiment quelque chose qui est propre aux chimpanzés de Sébitoli. Et puis il y a des cultures qui sont complètement non matérielles, donc qui n'ont pas de médias par les feuilles, le bois, etc., ou les pierres. Et là, il y a l'exemple de la danse de la pluie, qui est très particulier puisque les chimpanzés se mettent en bipédie, donc sur leurs deux jambes. Ils font une sorte de ballet lent entre les arbres, souvent en vocalisant, souvent hérissé. Et donc ils font ce ballet à plusieurs. Donc c'est ce qu'on appelle la danse de la pluie. Donc en fait aujourd'hui on n'a pas encore connaissance de toutes les cultures, mais non plus on ne sait pas forcément quel est le sens de ces cultures.
pourquoi les chimpanzés dansent quand l'orage s'abat sur la forêt. On ne sait pas encore le dire et peut-être qu'on ne saura jamais le dire. Mais c'est ça qui est assez extraordinaire parce que plus on travaille sur un groupe de chimpanzés, mais plus généralement sur des groupes voisins, plus on en apprend sur ces chimpanzés et plus on a de questions qui se soulèvent aussi. Ce qu'on a observé par exemple sur l'utilisation des plantes médicinales, c'est qu'entre deux groupes voisins, les chimpanzés n'utilisent pas exactement les mêmes plantes. Pour définir une utilisation de plantes médicinales, on essaye de suivre un chimpanzé malade, de voir s'il mange quelque chose de différent des autres individus du groupe, si ensuite il guérit et si la plante qu'il a consommée, la partie de plante qu'il a consommée, a des propriétés, des activités contre des parasites, contre des bactéries, contre des virus. Et si la maladie qu'il avait montrée, qu'on a réussi à diagnostiquer, correspond à ces activités. Alors bien sûr, ce n'est pas évident de montrer tout ça en même temps dans un contexte tel que le milieu sauvage, mais on a des indices qui nous laissent à penser qu'il existe bien une utilisation de plantes médicinales et que c'est aussi culturel. Donc ce qu'on a essayé de savoir, c'est comment les chimpanzés savaient s'ils le savaient, que ces plantes avaient des propriétés particulières qui leur permettaient de se soigner. Donc on a regardé quand les chimpanzés mangent quelque chose qui semble être non alimentaire, donc en petite quantité, des parties de plantes qui ne sont pas caloriques, par exemple de l'écorce ou de la terre, etc. Donc de voir si quand ils consommaient ça, d'autres individus les observaient, à quelle distance, et si ensuite c'était reproduit. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand le chimpanzé mange quelque chose d'inhabituel, ses congénères l'observent plus, sont souvent très proches, et essayent parfois même de goûter ce qu'il a dans la bouche. Et donc ça nous laisse à penser qu'il y a bien une transmission, puisqu'en plus on le voit chez les individus adultes, donc les individus assez âgés, un chimpanzé âgé peut avoir 40-50 ans, donc la génération d'en dessous, vers 20-25 ans, et puis même les plus jeunes pratiquent et utilisent les mêmes plantes ou pratiquent la même pêche au miel. Donc ça nous fait penser qu'il y a bien transmission et que cette culture de génération en génération va perdurer. Peut-être être changée un petit peu, adaptée parfois, mais en tout cas, on voit qu'elle perdure. Il y aurait donc d'autres espèces d'animaux qui répondraient à ces critères soi-disant utilisés pour définir l'intelligence. Donc on ne peut pas se limiter simplement à ces critères. Définir l'intelligence est aussi une question d'expérience. Et une des expériences qui a été largement utilisée dans le domaine est l'expérience du miroir, aussi appelée expérience de Gallup du nom de son inventeur. Le principe est assez simple, on place un animal face à un miroir et on lui met un point rouge sur le front. Si celui-ci essaye de l'enlever face à son reflet, ça veut dire qu'il a une certaine conscience de lui-même. Les pies, les raies mantas ou encore les éléphants ont réussi ce test-là. Par contre, les chiens ou les porcs n'ont pas réussi. Est-ce que cela signifie pour autant que les chiens et les porcs n'ont pas de conscience d'eux-mêmes ? La faiblesse de ce test est que cela repose sur une perception visuelle, alors que les chiens ou les porcs fonctionnent plutôt avec l'odorat. Ce test vient donc témoigner d'un point majeur de notre définition de l'intelligence. La définir à partir de perceptions humaines échoue à vraiment comprendre ce qu'elle est. À cela s'ajoute que plus nous trouvons des capacités cognitives proches des nôtres, plus nous les considérons comme supérieures. Nous avons donc du mal à nous défaire d'un certain regard anthropisé du reste du vivant. Il est 5h30 au réveil des chimpanzés. Les chimpanzés dorment dans des nids et construisent un nid chaque soir. Hier soir, on construit un nid. Là, on va vers le sud de la station et on va retrouver le groupe du sud
Donc hier soir, ils ont construit leur nid et ce matin, on va à cet endroit-là où quelques individus de l'ensemble du groupe se sont couchés. Et l'idée, c'est d'arriver avant leur réveil pour pouvoir les suivre toute la journée. Et les chimpanzés se réveillent avec le jour, donc entre 6h et 6h30, 7h pour les plus lève-tard. Donc là, il faut qu'on arrive avant qu'ils se réveillent pour pouvoir bien les suivre. On marche silencieusement parce qu'il y a beaucoup d'éléphants dans la forêt. Donc quand on part le matin, il faut qu'on fasse attention à écouter chaque bruit, chaque craquement, parce que les éléphants sont dangereux en forêt. Donc on écoute et surtout on essaye de sentir s'il n'y a pas d'odeur qui nous fait penser que les éléphants sont dans le coin. Arrivé à l'endroit où les chimpanzés ont construit leur nid hier soir. Donc un nid, c'est un ensemble de branches entremêlées qui forment une grosse plateforme qui est assez grande et dans lesquelles ils vont passer la nuit. Donc ils se couchent entre 18h et 19h30. Et là, l'idée, c'est d'attendre jusqu'à ce qu'ils se réveillent pour les suivre. Donc là, on éteint les lampes, on essaye d'être le plus discret possible pour ne pas les réveiller et leur permettre de finir leur nuit. On marque le point GPS et on attend, tranquillement. Alors en fait, la première partie du travail que j'ai mené dans le parc était sur l'automédication et la seconde partie donc, sur laquelle on travaille ici à Sébitoli depuis un peu plus d'une douzaine d'années, c'est d'essayer de comprendre comment les chimpanzés s'adaptent aux changements rapides et brutaux de leur environnement. Et donc dans ce contexte, on a essayé de voir si à Sébitoli, qui est donc une zone de forêt mais entourée de zones agricoles, les chimpanzés utilisaient simplement le cœur de la forêt ou utilisaient aussi les lisières. Et donc on s'est rendu compte que non seulement
ils utilisaient la lisière, mais ils allaient profiter des plantations des villageois, seulement pas de n'importe quelle façon, puisque les villageois gardent leur champ. En fait, on s'est rendu compte qu'ils s'adaptaient au rythme des rondes que font les villageois pour protéger leur champ, et qu'à la place d'aller piller en pleine journée, ils vont rentrer dans les champs quand la vigilance des fermiers est moins importante, et donc c'est la nuit. Ils ont complètement modifié leur rythme d'activité, puisque les chimpanzés sont complètement diurnes, pour pouvoir s'adapter de cette façon-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de coévolution, puisque quand on a formé les fermiers que les chimpanzés venaient la nuit, ils ont commencé à faire des rondes le soir, puisqu'on avait vu qu'ils venaient surtout le soir. Et là, on a vu que certains chimpanzés commençaient à changer de comportement, et au lieu de venir le soir, venaient à l'aube, donc avant le lever du jour, et pouvaient profiter aussi du fait que les fermiers étaient encore endormis. Donc cette adaptation fait aussi preuve de l'intelligence et de l'adaptation donc rapide des chimpanzés aux modifications de leur environnement. Si on considère donc que l'intelligence est surtout une capacité d'adaptation à un environnement, alors chaque espèce vivant dans un écosystème a une intelligence propre à cet écosystème. Et s'intéresser à ces types d'intelligence, c'est aussi ouvrir des portes de compréhension sur cet écosystème-là. C'est le cas par exemple ici des chimpanzés qui ont une connaissance des plantes médicinales de la forêt tropicale assez incroyable. Et en les observant, ça nous permettrait de comprendre nous comment nous adapter à cette forêt. Ça c'est le genre de terre que les chimpanzés mangent comme pansement gastrique. En fait on a analysé cette terre et elle ressemble au kaopectate, donc à un pansement intestinal. Et on a aussi observé qu'ils la mangeaient juste après avoir mangé des feuilles de trichilia, qui sont des feuilles donc très amères et qui ont des vertus antipaludiques. Et donc les chimpanzés mangent ces feuilles très amères et juste après ils viennent manger une petite poignée de terre. Et on s'est rendu compte que l'activité du mélange, feuilles de trichilia plus terre, était plus importante que celle des feuilles toutes seules. Donc on imagine que le principe, c'est que la terre absorbe une partie des molécules, les moins actives, et qu'elle laisse disponibles les plus actives. Et donc on bénéficie mieux des propriétés en additionnant les deux. Donc ça c'est assez incroyable parce que c'est très rare de voir des associations, c'est une sorte de galénique, de mélange. Et les chimpanzés le pratiquent aussi avec la consommation de viande, puisque quand ils mangent de la viande, ils mettent toujours aussi des feuilles. Ils mastiquent ensemble la viande et les feuilles. Et ça, c'est extrêmement rare. Ça n'a a priori jamais été observé chez d'autres animaux de mélanger comme ça des différents items. Là, c'est un fruit d'Aphramomum. C'est du gingembre sauvage que les chimpanzés aiment particulièrement manger. Donc c'est pulpeux et juteux. Et à l'intérieur, en fait, ils mangent donc cette pulpe et ces petites graines, qui sont aussi utilisées comme antiparasitaires en médecine traditionnelle africaine. Et les chimpanzés mangent aussi la tige d'Aphramomum, donc de gingembre sauvage. Puisque je l'ai coupé, je vais le manger. C'est un peu acide, mais c'est bon. Mon travail ici dans le parc de Kibale a vraiment commencé autour de cette question de la recherche de plantes qui pourraient être utilisées par les chimpanzés pour améliorer leur santé. Et donc dans ce contexte, j'ai donc essayé de diagnostiquer les chimpanzés malades, puis de les suivre. Et un exemple particulier, c'est celui de l'écorce d'Albizia grandibracteata. Là, je suivais Kilimi depuis quelques jours. Kilimi, c'était une jeune femelle qui avait des troubles digestifs, des ballonnements, diarrhée, etc. et des parasites. Et puis, un matin, en fait, elle a commencé à arracher les écorces d'un gros tronc d'arbre, donc avec beaucoup de difficultés, prenant beaucoup d'efforts de temps, donc forcément pour des calories pas très importantes. Les chimpanzés mangent principalement des fruits, ce qui est riche en énergie. Et sa mère et ses frères et sœurs n'en consommaient pas du tout. Donc ça m'a semblé particulièrement intéressant. Et les locaux m'ont appris qu'ils utilisaient cette plante aussi pour les troubles digestifs.
Donc ce travail par la suite a consisté donc, à collecter des écorces, à en faire des extraits, à les tester. On a trouvé des bonnes activités antiparasitaires et aussi des activités antitumorales. Et donc ensuite, pendant 2 ans, j'ai travaillé à la chimie de cette plante, à essayer de mettre en évidence les molécules qui étaient responsables de cette activité. Donc on a pu isoler des saponosides, qui sont des molécules complexes à travailler en chimie, donc complètement nouvelles, avec des bonnes activités antitumorales et aussi antiparasitaires. Donc ça, c'est vraiment Kilimi qui nous a mis sur la piste de ces molécules. Un autre cas, c'est celui de Makoku qui est arrivé un matin en boitant avec le reste du groupe. Et le reste du groupe est monté dans un gros ficus donc pour manger des figues, des fruits. Lui est resté au sol. Donc j'ai décidé de le suivre puisque c'était un chimpanzé qui avait l'air souffrant. Et là, il a mangé pratiquement cette journée-là que des feuilles très amères, des feuilles de Trichilia rubescens. Donc pas des grosses quantités, pareil, hein, des petites quantités. J'ai les ai goûtées et vraiment c'était extrêmement désagréable. Donc j'ai récolté ces plantes, j'en ai fait des extraits et on a trouvé 2 molécules à très forte activité antipaludique, donc en laboratoire, hein, mais vraiment même contre des lignées de parasites responsables du paludisme Plasmodium qui sont théoriquement résistantes. Donc ces 2 molécules des trichirubines étaient inconnues et là encore c'est vraiment un chimpanzé qui nous a mis dans la direction de ces molécules-là. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que les chimpanzés, quand ils consomment cette plante, juste après, et ça on l'a découvert donc, au fil des années qui ont suivi, mangent de la terre rouge, qui absorbe les molécules de Trichilia, une partie d'entre elles, et laisse les plus actives surnager. Et donc ce mélange de terre et de feuilles permet de rendre le mélange encore plus actif. Et ça, on l'a découvert en mimant la digestion des feuilles, donc en faisant comme si, en laboratoire, hein, on mélangeait les feuilles et la terre, et à la place d'extraire avec des produits chimiques, on a mimé le milieu digestif des chimpanzés, et on a pu ainsi découvrir cette activité tout à fait particulière et ce comportement qui est assez incroyable d'ajouter, donc après avoir mangé des feuilles amères, de la terre qui a des propriétés absorbantes comme ça. Finalement, c'est probablement Einstein qui définit le mieux l'intelligence lorsqu'il dit « tout le monde est un génie », mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. Et si l'intelligence est finalement notre capacité à survivre dans un environnement et à s'y adapter, alors on est peut-être en sacrée régression.